как раз сейчас перемены, которые не было в течение 100 лет. Как вместе двигаем эти перемены. Перекиньте, пожалуйста. Le scénario le plus dangereux pour l'Empire américain serait une grande coalition de la Chine, de la Russie et peut-être de l'Iran, une coalition anti-hégémonique guidée non pas par l'idéologie, mais par des griefs communs. C'est l'avertissement émis par Zbigniew Brzezinski en 1997 dans son livre The Grand Chessboard et dans la version française est intitulé Le Grand Échiquier. Les annonces de la fin de l'hégémonie du dollar en tant que monnaie de réserve internationale ne cessent de s'accumuler en ce moment et plus que jamais, il semblerait que le billet vert américain se trouve sur la sellette. Qu'en est-il concrètement? Le renminbi, c'est-à-dire la devise chinoise, est-elle capable de supplanter le dollar? Et quels seraient les défis auxquels la Chine serait confrontée dans une telle situation? C'est précisément ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Évidemment, compte tenu de la conjoncture actuelle, comprendre comment la situation est susceptible de nous affecter et comment il nous est possible de nous protéger est d'une importance capitale. C'est justement pour cette raison qu'il vous est possible de retrouver notre expertise au travers de nos formations finance, immobilier, crypto-monnaie, création d'entreprise et notre cabinet de gestion de patrimoine. Nos formations sont réalisées exclusivement par nous-mêmes et sont éligibles au financement par le CPF ou par les OPCO. Vous pourrez donc avoir toutes les réponses à toutes vos questions et vous serez très certainement surpris. Alors n'hésitez plus, passez à l'action dès maintenant et pour plus d'informations, le lien se trouve en description de cette vidéo. Bonjour à toute la communauté et bienvenue pour une nouvelle vidéo, je suis Mathieu de la chaîne Libre et Riche. L'une des principales nouvelles qui a fait sensation cette semaine a trait à l'annonce faite par le président russe Vladimir Poutine qu'il se mettrait à promouvoir au niveau international l'utilisation du renminbi, c'est-à-dire la monnaie chinoise, en tant que monnaie de paiement internationale. Voici d'ailleurs les propos tenus par Vladimir Poutine lors de sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping. Как я уже говорил, уже 2/3 товарооборота между нашими странами осуществляются в рублях и юанях. Мы за использование китайских юаней в расчетах между Российской Федерацией и странами Азии, Африки, Латинской Америки. Ce qu'il en ressort de cette conversation particulièrement intéressante et révélatrice, c'est qu'une part croissante du commerce international pourrait commencer à être libellée et réglée dans la monnaie chinoise. Ensuite, le dollar pourrait progressivement être supplanté et le renminbi deviendrait alors la nouvelle monnaie de réserve internationale. Cependant, attention, il existe une subtilité. En effet, le fait qu'une grande part du commerce international soit libellé et réglé en renminbi, c'est-à-dire que les prix sont affichés et payés dans la devise chinoise, n'implique pas nécessairement l'utilisation de la dite devise en tant que monnaie de réserve internationale. Un exemple parlant pour illustrer cette nuance peut notamment se faire au travers du métal précieux de référence qu'est l'or. Par exemple, durant la période de Bretton Woods, dont l'apogée se trouve entre 1944 et 1971, le commerce international était libellé et réglé en dollars américains. Pour autant, la monnaie de réserve internationale n'était non pas le dollar à proprement parler, mais l'or. Le fait d'échanger les marchandises en dollars donnait certes un privilège aux États-Unis, compte tenu du besoin de la part des pays voisins à s'approvisionner en billets verts. Néanmoins, en fin de compte, c'est bel et bien l'or qui jouait le rôle de réserve internationale ultime. C'est d'ailleurs justement pour cette raison que le 15 août 1971, l'assèchement des réserves en or de l'autre côté de l'Atlantique a poussé Richard Nixon à mettre fin aux accords de Bretton Woods et le dollar commençait à décliner jusqu'à son sauvetage in extremis grâce à l'instauration du pétrodollar, comme nous l'avions vu dans une précédente vidéo. En ce sens, le moyen de paiement est simplement la devise dans laquelle le vendeur d'un bien ou d'un service accepte de facturer la vente de ce bien ou de ce service. Néanmoins, facturer cette vente dans une certaine devise n'équivaut pas nécessairement à maintenir cette devise spécifique dans son portefeuille. Par exemple, si je fabrique des voitures en France, qu'un client étranger soit acheté en lire turque, mais que je ne souhaite pas de lire turque et préfère des euros, il m'est tout à fait possible d'accepter le paiement en lire turque selon le taux de change en vigueur et automatiquement convertir le montant en euros auprès d'un bureau de change. Cette opération me permet de conserver mes réserves en euros
sans pour autant refuser d'autres devises en tant que moyen d'échange de biens au niveau international. En ce sens, le fait que le renminbi puisse s'échanger et être utilisé comme monnaie de paiement en Asie, en Afrique ou même en Amérique latine ne signifie pas nécessairement que les citoyens ou les gouvernements de ces différents pays sont disposés à accroître leurs réserves de change sous forme de renminbi. Une nouvelle fois, il aurait tout à fait possible d'accepter de facturer dans la devise chinoise, puis d'utiliser le montant perçu pour le convertir ensuite dans d'autres devises ou classes d'actifs tels que du dollar ou des actifs libellés en dollars. Auquel cas, la part du dollar dans les échanges internationaux chuterait, mais la part du dollar en tant que monnaie de réserve internationale resterait inchangée. On comprend donc qu'une devise utilisée comme moyen de paiement international n'est pas nécessairement synonyme de réserve internationale, bien qu'il puisse exister un lien entre les deux modalités. Néanmoins, il semblerait que le but de Poutine et de Xi Jinping n'est pas seulement de convertir le renminbi en une monnaie internationale de paiement, mais aussi en une monnaie de réserve internationale, dans la mesure où, plus qu'une devise liée aux transactions internationales, l'hégémonie mondiale du dollar est avant tout une hégémonie en tant que monnaie de réserve, bien que l'hégémonie en tant que monnaie d'échange soit évidemment valable également. Ainsi, plus qu'une affirmation quant à la volonté de la Chine d'imposer sa devise en tant que monnaie de réserve internationale, il convient de se demander si l'Empire du Milieu en a réellement la volonté et l'envie. En effet, l'intention de la Chine d'imposer et de convertir le renminbi comme monnaie de réserve internationale sur le court et moyen terme, afin de remplacer le dollar, suppose de nombreuses implications qui, aussi curieux que cela puisse paraître, pourraient ne pas convenir aux pays communistes. En effet, pour que la monnaie chinoise puisse jouer le rôle de monnaie de réserve internationale, encore faudrait-il que la Chine soit disposée à réaliser une série de modifications et de réformes au sein du pays, chose vis-à-vis desquelles les élites politiques chinoises pourraient être récalcitrantes, du moins en l'état actuel des choses. Effectivement, il ne suffit pas de décréter qu'une devise serait une réserve mondiale pour qu'elle le devienne, ni même que cette devise soit utilisée en tant que monnaie d'échange. Le fait est que cela supposerait que la Chine soit disposée à lever totalement, purement et simplement tout contrôle de capitaux. Autrement dit, cela supposerait que les décideurs chinois soient prêts à laisser leur devise à la fois entrer et sortir de leur économie. Autrement dit, un Chinois qui souhaiterait convertir tout ou partie de sa trésorerie libellée en renminbi dans une devise étrangère devrait pouvoir le faire de manière totalement libre et de manière illimitée, et à l'inverse, un étranger qui souhaiterait par exemple échanger tout ou partie de sa trésorerie libellée en euros contre du renminbi pour faire l'achat d'actifs chinois devrait également pouvoir être libre de le faire, et ce, de manière illimitée. Or, bien que la Chine soit aujourd'hui plus ouverte que ce qu'elle ne l'était il y a de cela quelques décennies, le pays reste encore fortement contrôlé et le Parti communiste chinois se caractérise précisément par sa volonté de guider l'économie. Aujourd'hui, si un étranger décide par exemple d'utiliser le renminbi comme monnaie de réserve afin d'acheter des actifs en Chine, cela ne lui est pas possible ou grandement limité en raison de nombreux contrôles de capitaux. Par exemple, dans l'Empire du Milieu, il existe ce que l'on appelle des listes négatives visant à interdire ou limiter les investissements étrangers dans certains secteurs d'activité. Aujourd'hui, il existe au moins 4 listes négatives qui peuvent être soit spécifiques, et donc destinées uniquement et exclusivement aux investisseurs étrangers, soit générales, et donc applicables à toutes les entreprises, y compris les entreprises nationales. Dans le cas des listes négatives spécifiques, et donc applicables uniquement aux investisseurs étrangers, on peut notamment mentionner la liste sur l'accès aux investissements étrangers et la liste sur l'accès aux investissements étrangers au sein des zones économiques spéciales chinoises. Dans le cas des listes générales, et donc applicables tant aux étrangers qu'aux nationaux, on peut notamment mentionner la liste sur l'accès au marché et la liste sur la restructuration de l'industrie. Outre ces listes négatives, il existe également une liste positive qui vise à encourager l'entrée de capitaux étrangers dans certains secteurs d'activité, bien qu'elle reste très étroite et limitée. Ainsi, même si les limitations tendent à diminuer avec le temps, ces listes restent relativement récentes, puisque les plus anciennes datent de 2013. De la même façon, même s'il existe certaines manières de contourner ces restrictions, notamment au travers de ce qu'on appelle le VIE, ou Viable Interest Entities, soit entités à intérêt variable en français, en réalité, il n'y a aucun investissement direct et l'argent est pour ainsi dire placé dans une coquille vide. En d'autres termes, si un individu finit par détenir en portefeuille une monnaie qui se veut être une monnaie de réserve pour pouvoir l'utiliser comme bon lui semble, mais qu'il s'avère qu'au moment où il souhaite en faire un usage particulier, certaines utilisations lui sont restreintes, voire interdites, alors posséder cette monnaie en tant que réserve
perd en intérêt, et donc l'objectif censé être poursuivi par les décideurs pourrait ne pas être atteint. C'est pour cette raison que, pour encourager l'appétit des investisseurs vis-à-vis du renminbi en tant que monnaie de réserve, il est indispensable que les contrôles de capitaux qui existent actuellement en Chine soient levés, sinon d'autres devises internationales non soumises à contrôle ou à des contrôles moindres s'imposeront à sa place. Dans le cas du dollar, par exemple, les Américains peuvent utiliser leur monnaie pour acheter n'importe quelle devise internationale et, hors cas exceptionnel, dans le cas des pays sous sanctions par exemple, en principe, les étrangers peuvent également utiliser leur dollar pour acheter n'importe quel type d'actif à l'intérieur des États-Unis. Du coup, forcément, dans un tel contexte, les devises internationales qui ne sont pas soumises à des contrôles de capitaux sont nécessairement plus intéressantes que les devises soumises à de nombreux contrôles. Or, la question qu'il est nécessaire de se poser est: est-ce que la Chine est prête à accorder une liberté quasi totale à ses citoyens afin qu'ils puissent échanger leur renminbi de manière illimitée contre des devises étrangères et laisser les étrangers acheter n'importe quel actif chinois en Chine et de manière illimitée? La question est probablement vite répondue, comme dirait l'autre, étant donné que cela irait à l'encontre de la planification de l'économie caractérisant la politique chinoise ces dernières décennies. En Chine, la planification n'est certes pas absolue et bien moins qu'auparavant, toujours est-il que si les relations économiques de la Chine avec le reste du monde étaient totalement libéralisées, cela signifierait que le parti perdrait une grande partie de son autonomie et donc sa capacité à contrôler et planifier les activités à l'intérieur du pays. De plus, même dans le cas plus qu'hypothétique où la Chine stopperait effectivement ses contrôles de capitaux, cessant d'avoir le plein contrôle sur la planification de l'économie, l'Empire du Milieu devrait faire face à un autre problème auquel il ne souhaite probablement pas être confronté pour le moment, à savoir que les pays qui fournissent une monnaie de réserve internationale ont tendance à enregistrer de très forts déficits extérieurs, c'est-à-dire lorsque les importations sont supérieures aux exportations. Je m'explique. Supposons que la demande mondiale de renminbi comme monnaie de réserve augmente, c'est-à-dire que de nombreux individus, entreprises et gouvernements autour de la planète souhaitent détenir plus de renminbi qu'ils en ont actuellement. Pour obtenir plus de renminbi, il n'y a pas 36 solutions, il n'en existe qu'une seule. Il est nécessaire que la Chine les fournisse. Or, comment la Chine peut fournir plus de renminbi au reste du monde? Elle ne va évidemment pas les faire cadeau, car si elle les distribue gratuitement et que dans le même temps, il n'y a plus de contrôle de capitaux, alors les étrangers, dans la pratique, recevraient gratuitement des renminbi qui leur permettraient d'acheter tout un pan de l'économie chinoise, c'est-à-dire des entreprises, des industries, des actifs, etc. Ainsi, le seul moyen dont dispose la Chine ou tout autre pays, y compris les États-Unis, pour fournir du renminbi ou du dollar au reste du monde, pour imposer sa devise en tant que monnaie de réserve internationale, c'est d'enregistrer des déficits de la balance courante ou de réduire ses excédents de la balance courante. De cette manière, si la Chine achète au reste du monde plus que ce que le reste du monde n'achète à la Chine, c'est-à-dire si la Chine doit payer plus que ce qu'elle ne facture, alors la différence entre les dépenses à l'étranger et les recettes en provenance de l'étranger sera réglée en renminbi. J'envoie au reste du monde une valeur de 100 et reçois pour une valeur de 50. J'ai donc plus dépensé que ce que je n'ai reçu, ce qui suppose bien un déficit, et les 50 restants sont bien entre les mains des étrangers. En termes nets, le reste du monde se retrouve donc bien avec plus de renminbi. Dans une telle situation, le renminbi aura donc tendance à sortir de la Chine pour augmenter les avoirs du reste du monde, précisément parce que pour que le renminbi puisse se convertir en monnaie de réserve internationale, encore faut-il que les pays étrangers accumulent du renminbi dans leur portefeuille. Oui, mais voilà, dans un tel cas de figure, la Chine se retrouve face à un dilemme, et quel que soit le choix, des conséquences sont nécessairement à prévoir. Soit le parti central choisit d'augmenter la masse monétaire, afin de permettre au reste des pays d'accumuler toujours plus de renminbi, soit le parti décide de geler la masse monétaire. Premièrement, si le choix est fait de limiter la masse monétaire, alors c'est le taux de change qui va prendre un coup. En effet, si le renminbi devient une monnaie de réserve internationale, alors cela signifie que la demande de renminbi dans le reste du monde augmente. Mais si dans le même temps, l'offre de monnaie n'augmente pas au même rythme que la demande de monnaie, alors cela aura plusieurs conséquences, dont notamment une au niveau de l'économie interne et l'autre au niveau de l'économie internationale. Au niveau international, cela signifie que le taux de change du renminbi s'appréciera par rapport au reste des monnaies. Or, une telle appréciation du renminbi suppose que les citoyens chinois s'enrichissent par rapport au reste du monde, surtout s'il n'y a pas de contrôle de capitaux. Dans un tel cas de figure, les Chinois se retrouvent avec un meilleur pouvoir d'achat par rapport au reste du monde, ce qui leur permet d'importer plus de marchandises.
En effet, même si le prix de ces marchandises internationales reste fixe, le fait que le taux de change s'apprécie fait qu'en termes réels, c'est comme si les prix internationaux avaient chuté. A l'inverse, les exportations chinoises diminueront dans la mesure où les marchandises chinoises deviendront plus chères pour les étrangers qui verront le pouvoir d'achat de leur devise baisser. Au niveau interne, en revanche, un accroissement des importations, une diminution des exportations et une offre de monnaie fixe avec une demande de monnaie croissante provoquerait une déflation au sein de l'économie chinoise, ce qui ne serait pas sans conséquence, notamment pour les individus endettés. Cette baisse de prix permettrait ensuite d'organiser un retour des étrangers et des exportations, et les Chinois vendraient moins cher leurs marchandises. Ainsi, retour à la case départ, il y aurait donc plus de paiements de la Chine vers le reste du monde et moins de réception de devises étrangères depuis le reste du monde vers la Chine. Deuxièmement, si les autorités chinoises décident d'augmenter l'offre de renminbi pour éviter l'appréciation du taux de change et permettre d'ajuster l'offre à la demande internationale de renminbi, alors, étant donné que les citoyens chinois auront plus de renminbi qu'ils ne souhaitent en posséder sur le marché intérieur, cet excédent sera dépensé pour acheter des actifs, des biens et des services à l'étranger, ce qui fera que cet excédent de renminbi quittera le pays. Dans tous les cas, si le renminbi venait à se convertir en une monnaie de réserve internationale, la Chine aurait de fortes incitations soit à réduire ses excédents extérieurs, soit à générer des déficits extérieurs. Et évidemment, un excédent plus faible ou un déficit plus important signifie par exemple que les citoyens préfèrent acheter des voitures fabriquées à l'étranger plutôt que d'acheter des voitures fabriquées en Chine. Cela signifie également que la population chinoise demande des biens et des industries étrangères et donc que cette demande cesse de se concentrer sur l'économie interne et donc de stimuler la croissance interne pour se tourner vers des économies étrangères. Or, une nouvelle fois, il ne semble pas que cela soit la volonté des autorités chinoises qui préfèrent plutôt planifier l'économie. En effet, si par exemple le Parti communiste chinois considère comme prioritaire de développer une certaine industrie dans le pays, mais que dans le même temps les citoyens décident de dépenser leur renminbi dans une industrie internationale concurrente, alors cette industrie interne ne pourra pas se développer ou se développer autant que souhaité. Dans tous les cas, pour que le renminbi puisse devenir une monnaie de réserve internationale en concurrence sérieuse avec le dollar ou même avec l'euro, la Chine devrait libéraliser les flux internationaux de capitaux, lever les contrôles de capitaux et également accepter qu'elle puisse avoir à gérer des déficits extérieurs persistants, supposant la perte en interne du contrôle de nombreuses industries nationales. Or, dans la mesure où en l'état actuel des choses, il semble peu probable qu'à court et moyen terme, la Chine renonce à ses outils de planification économique interne, il s'avère, du moins pour le moment, particulièrement difficile et peu probable que le renminbi devienne une monnaie de réserve internationale. Actuellement, sur la scène internationale, le renminbi ne représente qu'environ 2,76% des réserves de devises internationales, loin du dollar et même de l'euro. Ainsi, pour que ce poids augmente de manière substantielle, encore faut-il que le parti chinois accepte les conséquences de tels choix, peu importe les interventions de Poutine et la volonté de promouvoir dans certaines zones d'influence que le commerce international cesse d'être libellé en dollars et soit libellé en renminbi. En ce sens, même si le renminbi obtient le statut de monnaie internationale de paiement, mais non pas de réserve internationale, alors le paysage financier mondial à court et moyen terme ne sera pas tant bouleversé que ce que l'on pourrait s'imaginer. Attention, ici, il s'agit de parler de l'aspect financier et ne veut évidemment pas dire qu'il n'y a pas de bouleversement au niveau de la géopolitique énergétique et autres. D'ailleurs, je vous laisse en description de cette vidéo 2 liens qui vous permettront d'approfondir le sujet si ce thème vous intéresse. Et toi, que penses-tu de cette volonté de mettre fin à l'hégémonie du dollar, fiction ou réalité? Quel pourrait être le futur de la monnaie de l'oncle Sam? N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires sous cette vidéo, comme tu le sais, nous les lisons tous et répondons à chacun d'entre eux. En tout cas, si tu as trouvé cette vidéo intéressante, n'hésite pas à la liker et t'abonner à la chaîne, et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Souviens-toi que le reste en contact sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Spotify et le groupe Discord, et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.